Salut tout le monde, bienvenue dans ce podcast de philosophie sociale et politique. Donc c'est pour les Bac 2 en sociologie et anthropologie de l'UCL. Aujourd'hui, on va principalement parler de Platon. Bonne écoute. Alors, pour commencer, parlons un petit peu de philosophie politique et de philosophie sociale. Comment articuler ces deux domaines ? Comment montrer l'articulation des deux domaines à la fois chez les penseurs de la tradition, mais aussi les penseurs modernes ? Pour articuler deux domaines, il faut pouvoir les distinguer. Donc, quel domaine recouvre la philosophie sociale et quel domaine recouvre la philosophie politique ? La philosophie politique, on retrouve à la fois Hobbes, mais aussi Machiavel. Organisation de l'État, de la cité. La philosophie politique a pour enjeu fondamental l'organisation de la communauté politique. Elle répond à la question « Comment organiser les règles de la communauté politique en tant que communauté politique ?» Quelles sont les règles d'organisation qu'une communauté va se donner elle-même pour réguler la communauté ? La philosophie politique s'occupe des règles d'organisation de la communauté en tant que communauté politique. Ce n'est pas pareil que les sciences politiques, qui sont seulement descriptives. C'est une étude du comportement électoral, une description de la machine politique. Ça équivaut à une politologie, une science descriptive. La philosophie politique est plus théorique. Elle étudie des concepts tels que qu'est-ce que la démocratie, mais elle est aussi normative. Elle ne décrit pas ce qui est, mais ce qui doit être. C'est l'idéal démocratique, par exemple. La philosophie sociale. Elle s'occupe de quelque chose d'antérieur, extérieur et indépendant de la politique, c'est-à-dire la nature même du lien social. Qu'est-ce qui fait que nous sommes des êtres sociaux, dans le sens relationnel ? Les humains ne peuvent pas vivre seuls. Selon Aristote, celui qui vit seul est soit Dieu, soit bête. Autrement dit, pas humain. Nous sommes des êtres qui devons être en relation. La philosophie sociale part de ce fait fondamental que l'homme est un être relationnel et essaie d'expliquer la nature de ce lien social. Les humains ne forment pas une agrégation, mais une communauté. Mais quelle est la nature de cette communauté ? Est-ce un lien affectif, éthique, fonctionnel ? La philosophie sociale n'est pas normative. Elle cherche la nature du lien social et pourquoi y a-t-il du lien social. Elle est donc plutôt descriptive et anthropologique. Il s'agit de mettre en évidence les conditions anthropologiques du lien social. De ce fait, il faut distinguer la philosophie sociale de la sociologie. La sociologie est empirique. Elle décrit les groupes, les comportements du groupe, les fonctions des personnes dans le groupe. La philosophie sociale aura une vision plus générale sur qu'est-ce qui fait le lien social, et ce, indépendamment de la structure politique. Elle s'intéresse à l'être humain indépendamment de son rapport à la communauté politique. Lien entre la philosophie sociale et politique. On ne s'intéresse donc pas à l'individu du même point de vue. En philosophie politique, un individu c'est égal à un citoyen, un membre d'une communauté politique avec à la fois des droits et des devoirs. En philosophie sociale, un individu, c'est un être de besoin, non pas en tant qu'élément d'une communauté, mais en tant que vivant qui a des aspirations, des besoins et qui veut s'épanouir. Le problème fondamental vient de la manière dont on articule ces deux dimensions et de la manière dont les grands philosophes articulent la question de l'individu vivant en relation avec les autres et de l'individu politique. Comment passe-t-on de l'un à l'autre ? Quel est le rapport de l'un à l'autre ? Comment articuler l'être de besoin avec le citoyen ? Exemple, la reconnaissance du mariage homosexuel. Comment articuler les besoins de l'individu et la philosophie politique ? Former un couple avec quelqu'un d'autre du même sexe est une aspiration humaine. La vie affective de l'individu s'exprime dans ce désir. Ce désir exprimé en tant qu'être humain peut être pris en compte de manière différente selon l'organisation politique de la communauté où vit cet individu. Il peut être douloureux pour un individu homosexuel de vivre dans un pays dont la politique ne tolère pas l'homosexualité. Dans cette situation, l'organisation politique influence le vécu vivant et l'expérience de vie. Ce désir de l'individu vivant est réprimé. Quand on autorise le mariage homosexuel, on fait un pas dans une articulation plus fluide entre cet individu vivant et le citoyen, car il est reconnu comme citoyen à part entière de sa communauté, avec les mêmes droits, sans devoir être réprimé. Ceci est un exemple d'articulation entre philosophie sociale et la manière dont la philosophie politique peut intégrer ou non ce désir qui s'exprime chez l'être vivant. Exemple, les Gilets jaunes. On dit beaucoup que c'est un mouvement hétéroclite,
que le mouvement ne sait pas trop ce qu'il veut et qu'il est assez dissous. Effectivement, c'est un mouvement hétéroclite, mais justement, il est aussi hétéroclite que le sont les besoins de la vie, de l'individu vivant, qui sont réprimés, non reconnus ou non visibles. Ces gens étaient invisibles avec leurs besoins avant d'être des gilets jaunes. Quelque chose de l'ordre des individus vivants s'exprime. Ils sont réprimés, on essaie d'articuler le social informe et vivant avec l'organisation politique. Dans le titre du cours, c'est le « et » le plus important, car c'est le problème fondamental de se confronter à ce frottement entre le social et le politique. Parfois, on ajuste la politique aux aspirations sociales, on essaie de la rendre plus fluide, ou alors on réprime. La répression est une façon de ne pas reconnaître les aspirations des gens. Il est absolument fondamental pour la politique de s'interroger sur la manière dont l'organisation politique peut ou doit intégrer les aspirations venant des individus vivants. Ce cours sera entièrement articulé autour de cette question. Chapitre 1. Platon de -428 à -348. Platon pense qu'il n'y a pas de place pour penser une philosophie sociale. On va se pencher sur la raison pour laquelle, dans ce modèle de philosophie antique, la philosophie sociale est impensable. Il faut comprendre la logique du système pour comprendre l'impact de la révolution nominaliste du XIVe siècle. On considère que c'est Socrate, le maître de Platon, qui n'a rien écrit. Socrate, on ne le connaît qu'à travers des dialogues de Platon. Platon était le disciple de Socrate, et donc Socrate a été condamné à mort, et c'est cela qui a donné toute l'impulsion philosophique à Platon, et notamment son imagination de la République juste. L'invention de la théorie politique normative. Socrate est l'inventeur de la philosophie politique. On dit que Socrate est l'inventeur de cette philosophie politique car il est le premier à interroger les concepts politiques et à les définir en tant que tels. Socrate ne cherchait pas simplement à savoir si c'est telle ou telle constitution. Quête de définition d'essence, justice, bien, beau, etc. Les définitions indiquent l'essence des choses. Ce sera l'objet de la rupture nominaliste. C'est égal à une recherche théorique et normative. Il ne veut pas juste regarder les constitutions et dire laquelle est plus juste que l'autre, mais il faut définir la justice. Il faut partir en quête de la définition de l'essence de la justice. Qu'est-ce que la justice en elle-même et pour elle-même ? Ainsi, on pourra dire si telle constitution est juste ou non. Cette quête est théorique et normative à la fois. Platon mène cette quête dans son livre fameux « La République », avec comme personnage central Socrate. Platon a fondé la philosophie politique en Occident avec ce livre. La République, c'est un acte fondateur de la philosophie politique. Ensuite, dans cette quête, pas de distinction entre État, organisation politique et société. Cette distinction n'existe pas du tout pour Platon. Mais pourquoi ? Pour le montrer, il faut voir comment Platon envisage la naissance de la société, la cité. La naissance de la société selon Platon, la division du travail. La société naît de la division du travail, et plus particulièrement à cause de l'incapacité constitutive de pouvoir répondre seul à l'intégralité de nos besoins. L'être humain est un individu qui ne se suffit pas à lui-même, il en est incapable, non-autosuffisance des individus. Il est contraint de s'assurer de la collaboration d'autrui, déjà à la naissance, et ensuite cela se répète. Nous ne sommes pas capables de remplir nos besoins nous-mêmes. Les humains vont s'organiser dans différentes compétences, tisserands, cordonniers, marchands, etc., qui ont besoin les uns des autres. L'idée, c'est que la division du travail fondée sur le fait qu'on ne se suffit pas à soi-même engendre une très forte complexité sociale, où les besoins des individus s'engrènent dans une complexité sociale. Cette division sociale du travail est naturelle, c'est notre sort naturel d'être renvoyés les uns aux autres. Il y a donc une complexité sociale naturelle qui résulte de la diversité des besoins et de l'incapacité que nous avons de les satisfaire nous-mêmes. Cette complexité sociale est le noyau de toute société. La complexité sociale n'est pas une complexité politique, mais une complexité naturelle qui est axée sur nos besoins. Dans cette phase naturelle, il n'est pas question d'organiser politiquement la cité, il n'y en a pas besoin. Comment passe-t-on à la régulation politique ? Comment s'exprime le besoin de gestion d'une communauté qui ne soit plus spontanée mais rationnelle et organisée ? Tout bascule avec l'apparition des désirs de luxe, qui est inévitable à partir d'un certain degré de complexité. Les besoins de luxe apparaissent dès lors qu'on satisfait les besoins immédiats. La nécessité de régulation politique. Apparition des désirs de luxe, conséquence inévitable de la complexité.
Tout bascule avec l'apparition des désirs de luxe, qui est inévitable à partir d'un certain degré de complexité. Les besoins de luxe apparaissent dès lors qu'on satisfait les besoins immédiats. Le problème, c'est que la cité voisine fait de même et par conséquent, comme chacun est en expansion, territoire et commerce, c'est inévitablement qu'arrive la guerre. Dès lors, on a besoin de guerriers, nouvelle classe de la population, et d'une armée entière, c'est-à-dire des gardiens qui sont les chefs de cette armée, les chefs de la cité. Très vite, les gardiens représentent la fonction la plus importante de la cité, parce que ce sont les gens les plus importants dans la cité. Il faut éduquer les guerriers, compétences logistiques, philosophes rois, etc. Un programme éducatif va apparaître. C'est donc avec la guerre que naît la nécessité de la planification politique. L'organisation spontanée de la cité ne suffit plus. Il faut organiser rationnellement la société pour obtenir une société harmonieuse. L'harmonie était acquise naturellement. Les besoins sont naturels et des gens peuvent naturellement les satisfaire. Le luxe amène la guerre qui brise l'harmonie. Il faut que la planification rationnelle accomplisse de nouveau ce que la spontanéité de l'ordre social ne peut plus assurer. Une société est juste quand elle est harmonieuse. La justice, ce n'est pas l'égalité des chances, mais c'est un tout harmonieux, idéal de justice. Or, l'harmonie spontanée de la cité est déséquilibrée, et il faut rétablir l'harmonie par des moyens rationnels. Par exemple, la planification de l'organisation sociale pour obtenir la plus grande harmonie politique possible. L'idéal de l'organisation politique, c'est une organisation rationaliste qui prend la relève d'une philosophie sociale spontanéiste. Cela se fait en deux temps. Premièrement, l'harmonie de la société spontanée, ça donne une cité saine, déréglée par le luxe et la guerre. Il faut rétablir l'harmonie, et donc la philosophie politique est thérapeutique. La société est malade, déréglée, et le philosophe roi doit rétablir l'harmonie. La philosophie politique doit rétablir l'ordre et l'harmonie de la société. Deuxièmement, la philosophie politique remet de la santé dans un corps communautaire qui est devenu malade. Socrate a été condamné, accusé de corrompre la jeunesse et la société le met à mort, ce qui choque extrêmement Platon. Il dit qu'il n'y a qu'une société malade qui a pu mettre Socrate à mort. Ordre social pré-politique, ordre spontané de l'association, une société saine engendrant une complexité naturelle, une satisfaction naturelle des besoins. Mais aussi un ordre social politique, émergence du luxe, extension guerrière, qui va mener à une éducation des guerriers et philosophe roi. Le philosophe doit restaurer l'harmonie. Elle est thérapeutique, et si une société est harmonieuse et que les institutions sont justes, les individus vivront une vie bonne. La philosophie politique englobe la philosophie sociale, car la philosophie politique prend en charge le lien social. C'est le roi philosophe qui donne une place aux individus. Il faut assigner à chacun la place qui lui revient en fonction de ses capacités propres. Le philosophe roi a une vue d'ensemble et il crée l'harmonie artificiellement, car naturellement ce n'est plus possible. La politique prend en charge le lien social, pas de place pour l'autonomie du social. Les individus ne sont pas libres, il n'y a pas de place pour l'autonomie des individus, et donc il n'y a pas de place pour la philosophie sociale. La doctrine du philosophe roi, la politique comme connaissance. Qui doit gouverner ? Le philosophe roi. C'est lui qui est le seul capable de connaître l'essence de la cité et qui peut s'élever au-dessus des besoins de chacun. Connaissance, c'est une voie ascendante. C'est F, la dialectique, allégorie de la caverne. Le processus de connaissance est un processus d'élévation. Il faut sortir de la caverne, même si c'est difficile, et arriver à trouver la lumière du soleil qui nous éblouit et nous aveugle jusqu'au moment où on se rend compte que c'est la vraie réalité et pas la fausse. Il faut s'élever de la connaissance sensible, la seule qu'on voit, pour aller vers la connaissance rationnelle qui va plus loin que ce qu'on voit au premier regard. Chez Platon, le processus de connaissance est ascendant. Le philosophe s'élève au-dessus des besoins des individus particuliers. L'idée de Platon, c'est qu'on a de vraies connaissances que si on arrive à s'élever au monde des idées. Le philosophe est le seul, celui qui a réussi au terme d'un travail difficile, à s'élever de la connaissance sensible qui est mensongère. La connaissance est un effort qui oblige à couper avec ses habitudes et ses croyances. Et philosophe celui qui, au terme d'un long parcours, a contemplé le monde des idées. Pour la politique, l'idée suprême qu'il faut aller connaître, c'est l'idée de la justice. La République est une vaste enquête sur l'essence de la justice. Si on connaît la justice, on peut organiser correctement une cité. La politique de Platon est gouvernée par un idéal théorique, au sens où c'est un idéal de connaissance. Connaître l'essence de la justice pour pouvoir organiser convenablement la cité.
Le philosophe a l'accès à l'essence de la justice grâce à ce parcours ascendant. À partir de la théorie, on peut l'appliquer à la pratique. Cette idée est non moderne et pas démocratique car certains ont un accès privilégié à la vérité. Il faut appliquer un modèle vrai à la réalité, c'est différent de la société démocratique moderne. Le cœur de la politique platonicienne, c'est une application d'une idée théorique à la vérité. La modernisation va rompre avec ça, rompre avec l'ordre général des choses qu'il faut connaître. Selon l'idéal politique de Platon, le philosophe roi parle au nom de la vérité, car lui a contemplé le monde des idées et a accès à la vérité. Le philosophe roi connaît le modèle de la cité idéale, tel que ce modèle existe dans le ciel des idées. La République de Platon est une œuvre de modélisation politique, au sens où il est en train de créer un modèle théorique idéal de cité, et donc d'une cité juste. Le rôle de la modélisation. Platon fait-il un récit historique? Pas du tout. Ni un fait empirique. Ce qu'il fait en racontant la naissance de la cité, c'est qu'il est à la recherche d'un principe. Il explique la genèse de la société, ce n'est pas un récit historique ni un plan, mais une reconstitution rationnelle. Il cherche le principe qui nous permet de nous représenter la formation d'une cité, la division du travail. À partir de cela, il construit un modèle, il effectue une modélisation. Qu'est-ce que serait un homme parfaitement juste s'il devait exister? Il décrit un idéal qui n'existe pas, comme pour la justice. Ce n'est pas dans le but précis de démontrer comment ces choses peuvent venir à exister, on parle d'un idéal mais on ne dit rien sur la réalité de cet idéal. CF, sa description de la division du travail, pas de récit historique, mais une reconstitution rationnelle. Il part en quête d'un principe. Il construit un modèle. Comment? Ne pas oublier, question initiale de la République, la justice individuelle, passage de la justice individuelle à la justice politique. Alors il faut savoir que le principe psychopolitique, c'est-à-dire le principe méthodologique, la cité est l'image en grand de l'âme individuelle. Ça permettra de découvrir ce qu'est la justice en soi, par agrandissement. Le but est de construire un modèle, un paradigmatos, qui puisse orienter la réalité. C'était donc pour obtenir un modèle paradigmatos, dis-je, que nous cherchions à savoir ce qu'est la justice en soi, et ce que serait un homme parfaitement juste, s'il devait exister, et quel genre d'homme il serait une fois qu'il serait advenu. Et de la même manière pour l'injustice et pour l'homme le plus injuste. Ce n'était donc pas dans le but précis de démontrer comment ces choses-là peuvent en venir à exister. En cela, dit-il, tu dis vrai. Or, crois-tu qu'il serait un moins bon peintre celui qui aurait peint un modèle de ce que serait l'homme le plus beau et qui en aurait rendu tous les traits de manière satisfaisante dans son dessin, mais qui n'aurait pu démontrer qu'un tel homme est également susceptible d'exister? Par Zeus, selon moi non, dit-il. Crois-tu dès lors que nous parlions de manière moins satisfaisante pour cette seule raison que nous ne serions pas en mesure de démontrer qu'il est possible de fonder une cité de la façon qui a été proposée? Alors ne me force pas à te montrer que toutes les choses que nous avons exposées en parole doivent en tout point se réaliser aussi telles quelles dans les faits. Mais si nous nous rendons capables de découvrir comment une cité pourrait être fondée de la manière la plus proche possible de ce que nous avons dit, nous pourrons affirmer que nous avons découvert comment peuvent se réaliser ces choses que tu réclames. Moins 472 à moins 473. Platon forme un idéal régulator. On ne peut pas l'atteindre, mais il donne la direction dans laquelle aller. Platon était conscient que son système d'éducation et sa société n'étaient pas réalisables. Le but n'est pas de les réaliser. La République démarre sur une interrogation à propos de la justice, non pas dans l'État, mais de la justice individuelle. Il y a un dialogue entre un vieillard et Socrate. Le vieillard a peur du jugement dernier, car il ne sait pas s'il a été juste. Il aimerait savoir comment avoir été juste. Donc, on parle de justice individuelle. Comment une personne peut faire des actes justes? Comment se fait-il que la République soit consacrée à l'État car l'interrogation du début et la réponse de la fin est individuelle? On appelle cela le principe psychopolitique. On transpose l'individuel à la cité. C'est une question de méthode. Socrate dit que la question de la justice individuelle est très compliquée car attrait à l'âme individuelle, qui est très petite. La cité serait donc la représentation en grand de l'âme individuelle qui est trop petite pour être analysée. Pour Platon, l'âme est divisée en 3 parties, et la société, pareil. Ceux qui gouvernent, les combattants, et ceux qui font le désir, le principe psychopolitique, car l'âme individuelle est projetée en grand. La référence, c'est l'essence.
Afin de pouvoir réformer la communauté existante, il faut disposer, il faut avoir un critère au nom de quoi réformer. Ce critère est une référence qui permet de réformer la cité, et c'est une essence théorique. On part du point de vue de l'essence de la justice, le gouvernement au nom de l'essence. On ne gouverne donc pas au nom du bien commun ou du bien des individus. Ce n'est pas le point de vue des membres de la communauté qui nous intéresse, mais son principe de justice. Aujourd'hui, la référence, c'est les droits individuels. Si on bafoue les droits individuels, on n'accepte pas. Or, dans ce modèle de pensée, la référence, c'est l'essence de la justice. D'où le philosophe tire-t-il cet idéal, de l'ordre objectif des choses, incarné dans le monde des idées. Un accès privilégié du philosophe à l'ordre universel des choses, mais aussi comparé et réformé. La vision surplombante. Il gouverne au nom de l'essence, pas au nom du bien des membres de la société.